En parcourant la littérature sur les armes, on tombe parfois sur des auteurs qui donnent envie d'en savoir plus. C'est le cas avec Éric de Willems. Entre ses articles pointus et ses vidéos bien fichues, ce youtubeur s'est taillé une belle réputation chez les guntubeurs français. Sans plus tarder, je vous propose de rencontrer Éric. Bonjour Éric, merci de nous recevoir chez toi. Bonjour Fabrice, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Bah c'est normal, écoute. Alors, ça pourrait être curieux, mais enfin, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît? Bah, volontiers, parce qu'il y a quand même une majorité de gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Éric, j'ai commencé le tir en 1983, j'avais 22 ans, donc le calcul est vite fait, je vais sur mes 64 ans. Et puis, passionné d'armes depuis toujours et d'histoire notamment. Alors, passionné d'armes et passionné aussi de littérature autour des armes, c'est un peu le sujet de cette interview. Comment tu es venu à écrire sur les armes, puisque tu as déjà participé à la rédaction d'articles, et puis Oui. On a vu sur ta chaîne la préparation de livres. Oui. En fait, mon amour pour la littérature et les livres remonte à bien plus loin que l'amour des armes, en fait. Puisque les armes, c'est venu dès mon enfance, mais la littérature également. Et évidemment, comme j'étais enfant, j'avais beaucoup plus de livres alors que j'avais pas du tout d'armes. Mes parents lisaient tous les deux. Et du coup, on a eu la chance, mon frère et moi, d'avoir plein de livres à la maison. Avec le recul, quand j'y repense, de qualité très inégale. Mon père lisait beaucoup de romans policiers, certains qui sont très très bien, puis d'autres un peu moins qualitatifs, on va dire maintenant. Et ma mère, beaucoup de livres d'histoire, de choses comme ça. Donc du coup, on a très tôt été encouragé à lire à la maison et j'ai développé une passion peut-être plus importante pour la littérature que pour les armes elles-mêmes. Entre un livre et une arme, il n'est pas dit que je choisisse pas le livre. Alors, quel était ton premier contact marquant avec une arme, que ça soit historique, personnel ou littéraire? Alors, je dirais que peut-être ma première rencontre avec une arme, c'est à ma naissance, en fait. Alors, évidemment, je ne m'en souviens pas. Mais mon père était militaire quand je suis né. Et il n'est pas resté militaire de carrière, mais il était militaire engagé volontaire pendant 5 ans. Et il est arrivé à la maternité en uniforme avec ses armes, puisque il était parti faire la guerre en Algérie. Et que je suis né en Algérie. J'ai été conçu en France et mon père est parti en Algérie. Ma mère l'a suivi avec moi dans son ventre et je suis né en Algérie. Et donc, vu les événements qui se passaient en 61, je suis né en 61, mon père, il était en uniforme avec MAT 49, etc., dans la salle d'accouchement. Ça, c'est mes parents qui me l'ont raconté. Après, évidemment, j'en ai aucun souvenir. Mais peut-être que l'image s'est imprimée quand même dans mon cerveau. J'en sais rien. Mon père n'a jamais été par la suite un grand passionné d'armes à feu. S'en foutait un peu. Donc, je ne sais pas. Mais ma première rencontre, elle est peut-être là. Et ensuite, j'ai toujours eu un intérêt pour les armes. Je ne sais pas d'où ça me vient précisément. Probablement du cinéma, des films et des westerns notamment, qui m'ont beaucoup marqué. Et puis toutes les séries de l'époque, les Mystères de l'Ouest, etc., etc. Donc moi j'ai baigné là-dedans, donc je pense que ça vient de là. C'est vrai que l'arme accompagne l'homme depuis toujours, et que ce soit dans la littérature ou dans la pop culture ou dans le cinéma, c'est quotidien ou récurrent de voir des hommes armés. Ouais. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, puisque aujourd'hui tu écris, on pourrait se demander si pour écrire, pour se lancer, parce que peut-être d'autres personnes aimeraient le faire, est-ce qu'il faut une formation particulière, historique, technique, juridique, enfin, voilà. Alors je dirais une formation, pas forcément. Moi j'ai pas été scolarisé très longtemps. Je suis un autodidacte revendiqué et j'ai quitté l'école à 15 ans pour faire un apprentissage d'armurier que j'ai pas pu finir d'ailleurs.
Et donc, non, il n'y a pas de formation particulière. Il faut aimer les mots, il faut aimer les livres, il faut aimer la lecture, il faut aimer écrire. Après, est-ce qu'on a un bon style, pas un bon style, ça peut se travailler, effectivement. Mais bon, sinon, il n'y a pas besoin de formation. Moi, enfin, j'ai jamais reçu de formation, mais j'ai toujours aimé écrire. Et quand j'étais adolescent, j'écrivais pour moi-même des critiques de films. J'allais au cinéma et je rentrais à la maison, j'écrivais les critiques qui n'ont jamais été publiées, mais j'écrivais ça dans des cahiers. Ensuite, les années passant, j'ai eu l'occasion de collaborer à un bouquin qui est sorti dans les FNAC dans les années 80, début des années 90, mais qui n'avait rien à voir avec les armes à feu, c'était tout à fait autre chose. Et puis, à plus tard, dans les années 2000, j'ai pu devenir rédacteur en chef d'une revue d'histoire consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai écrit beaucoup d'éditoriaux et pas mal d'articles aussi. Et puis voilà, donc non, pas de formation particulière, juste l'envie, quoi, juste une énorme appétence pour ça, quoi. Et justement, comment tu choisis les sujets de tes livres? Comment je choisis mes articles ou les sujets? C'est simplement parce que ce sont des armes qui m'intéressent. Faire un article sur une arme qui ne m'intéresse pas, j'aurais pas de goût pour faire des recherches, j'aurais pas l'envie. Voilà. Alors, dans Tiermark, j'ai participé à l'article sur le colpiton pour faire le parallèle entre l'ancien et le nouveau colpiton. Donc ça s'est très bien passé, ça va. Mais le deuxième article qui était sur la Thompson 1928, ça c'est Ben donc de French HDS qui m'a contacté, qui m'a dit Eric, j'aimerais l'écrire avec toi. Qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. Donc j'ai fait toute une partie et lui l'autre partie, mais voilà, j'avais pas un intérêt particulier quand même pour T'avais cette pas une... arme-là. Ouais, d'accord. Et Voilà. du coup, comme on le sait aussi, tu es délégué régional de l'UFA. Ouais. L'UFA produit des petites revues pour ses abonnés Oui. ou en ligne. Est-ce que tu prévois d'écrire des articles de recherche sur des armes comme on voit tous les mois? Pourquoi pas, si on me le demande, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, ça dépend sur quoi. Moi, tu sais que ma spécialité sont quand même les armes de l'Ouest. On va dire à partir de 1850 jusqu'à 1880, 90, quoi. Voilà. En Et, gros, jusqu'à la fin des guerres indiennes, quoi. et du coup, dans tes étapes de recherche, comment tu procèdes par des archives, des livres, des musées peut-être Alors, pas tellement, non, pas tellement les musées, mais beaucoup la documentation, énormément de documentation. Je me fournis dans le monde entier, là où je trouve ce que je cherche. Donc, ça m'est déjà arrivé de commander en Australie, en Russie, beaucoup aux États-Unis, hein, c'est clair. Et puis, voilà, avoir une énorme documentation, c'est à la fois les livres, mais aussi les catalogues fabricants et catalogues importateurs. Ça donne beaucoup d'indications aussi. Et c'est comme ça, voilà, une fois que j'ai réuni tout ça, je commence à écrire, à écrire, à écrire. Je reviens souvent sur ce que j'ai écrit parce que au cours de mes recherches, je vois que j'ai peut-être fait une petite erreur ou que l'année n'était pas bonne, etc., etc. Donc je reviens sans cesse sur ce que j'écris. Et jusqu'à ce que ce soit le plus exhaustif possible, le plus complet possible. Voilà. Et dans les ouvrages que tu collectes, la documentation ou les catalogues, tu as déjà eu accès à des pièces rares ou inédites? Alors oui, j'ai eu accès. Alors beaucoup de bouquins ne sont plus édités, donc c'est pas un accès rare ou c'est juste que voilà, si vous mettez le prix, vous arrivez à avoir le bouquin parce que souvent il y a des bouquins à 200, 300 euros et c'est parfois le prix qu'il faut payer après maintes recherches. Moi je vais toujours au moins cher, mais en bon état quand même. Et c'est vrai qu'un bouquin à 200 euros, dès que je le vois à 150 euros, je bondis dessus, je l'achète, quoi. Voilà. Et sinon, au niveau documentation, j'ai quelques petites perles, effectivement, de catalogues assez rares. Euh, que je pense peu, enfin, que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver. Donc,
Voilà. Bon, peut-être un Et jour, c'est relativement facile, hein, il suffit de mettre le prix, puis voilà. peut-être un jour tu nous feras partager ces petits catalogues rares sur ta chaîne. Alors oui, notamment dans mon livre sur le Colt SA 1873, puisqu'on parle de catalogue qui concerne cette arme-là. Et du coup, on parlait de rareté, des armes rares, tu as eu en main? Ouais, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Que je regrette beaucoup d'avoir revendu, surtout quand on voit les prix que ça coûte aujourd'hui. Parce qu'en 40 ans, plus de 40 ans de tir, t'imagines bien que il m'en est passé quand même pas mal entre les mains. Non, il y a des... Et pas que des armes western. Je me souviens d'une USM1 Paratrooper en parfait état, nickel, etc. Bon, bref. Quelques 1911 aussi de la Première Guerre. Des choses comme ça qui ne sont pas des raretés non plus, mais qui ne sont pas évidentes à trouver aujourd'hui à un bon prix, quoi. Mais à l'époque, on n'était pas dans la folie d'aujourd'hui et les armes étaient quand même beaucoup plus accessibles, on va dire. Elles le sont de moins en moins, j'ai l'impression. Et puis, au niveau des armes de ces dernières années que j'ai pu acquérir, qui sont des vraies raretés, au sens où il y a très peu d'exemplaires au monde, oui, si les, 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 les personnes qui nous regardent veulent aller voir quelques-unes de mes vidéos, je parle de pièces où il y a eu 200 pièces au monde, 1000 pièces au monde. Voilà, ce sont des armes qui me sont passées entre les mains. Malheureusement, quand j'achète une arme, je suis obligé d'en vendre une autre parce que je n'ai pas un budget extensible. Donc, c'est purement économique, hein. Et puis, on est limité par les catégories B aussi. Donc, voilà, quand on est full en catégorie B, on est bien obligé de revendre une ou deux B pour en acheter une ou deux autres. Ce qui fait le bonheur de certains, d'ailleurs. Ce qui fait le bonheur de certains, tout à fait, mon cher Fabrice, t'es bien placé pour le savoir. Voilà, donc oui, des raretés, il m'en est passé entre les mains. Malheureusement, tout garder, c'est pas possible, ni économiquement, ni au regard de la loi. Bon, tu ne fais pas que lire et d'écrire, tu tires aussi. Et oui. Le fait de tirer, est-ce que ça t'aide à écrire? Alors, pas vraiment. Oui. Pas vraiment. L'écriture, c'est vraiment la recherche documentaire. Alors, ma question pour la préciser, c'est quand tu vas décrire une arme dans ta recherche couchée sur papier, est-ce que le fait de l'avoir tirée te permet de mieux réaliser peut-être des parties mécaniques, des parties balistiques de l'arme? Non. Non, moi personnellement, non. Je dissocie vraiment le tir de la recherche documentaire et de l'écriture. Parce que faut toujours se souvenir que Champollion, il a décrypté la pierre de Rosette avant d'avoir mis un pied en Égypte. Il est allé plus tard en Égypte, mais il a coiffé au poteau tous les égyptologues de l'époque. Sans avoir mis un pied en Égypte, il a décrypté les hiéroglyphes quand même. Donc il n'a pas eu besoin d'aller tirer, lui, pour comprendre comment ça fonctionnait. Ben, moi, c'est pareil, les armes, je les démonte. Toutes mes armes, je les démonte. Je sais mécaniquement comment elles fonctionnent. Mais je n'ai pas besoin d'aller tirer pour raconter leur histoire. Très bien. Alors, on voudrait avoir un peu ton avis sur l'appréciation des gens et des armes. Selon toi, qu'est-ce qu'ils ignorent sur les armes que tu présentes? Ce qu'ils ignorent, alors c'est difficile à répondre à ça parce que j'en sais rien, moi je raconte une histoire, je raconte l'histoire de l'arme, voilà. Après, peut-être que dans cette histoire-là, il y a des choses qu'ils savent déjà et des choses qu'ils apprennent. Je souhaite transmettre d'ailleurs toute cette recherche, pas la garder pour moi. D'ailleurs, pourquoi c'est important pour toi de transmettre cette culture armurière? Parce que je crois que s'il n'y a pas de transmission, le monde s'arrête, quoi. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Moi, on m'a transmis plein de choses. Le goût de la lecture, un esprit curieux, enfin voilà, des choses que j'ai. C'est tout, c'est un échange. Il y a plein de gens qui m'apportent plein de choses dans des domaines très différents. Et moi, selon mes spécialités, je transmets ce que je sais, quoi. Voilà. Et puis de manière.
De deux Pardon? manières qu'il soit, en plus, puisqu'il y a la transmission orale que tu fais via YouTube et puis la transmission écrite par les ouvrages que tu prépares. Ouais. Du coup, Ouais. tes ouvrages s'adressent à quel public pour toi les passionnés, des Après, tireurs Fabrice, je dois préciser quand même que mon rêve ultime aurait été d'être un grand écrivain. Voilà, Très bien. je l'avoue. Voilà, moi j'ai été un passionné pendant longtemps de philosophie, de sociologie, de tout ce qui permet de comprendre le monde, et de livres d'histoire évidemment. Pas les livres scolaires, hein, on raconte un peu n'importe quoi, les vrais livres d'histoire. Et puis, j'avais une grande passion pour Nietzsche, pour pas mal de philosophes, un peu, voilà, un petit peu, disons, qui correspondaient, enfin, dans lesquels j'avais trouvé des réponses aux questions que moi je me posais. Et je m'étais dit, mon rêve ultime, ça serait d'être Nietzsche, quoi, voilà, ou d'autres écrivains qui ont écrit, à 30 ans, ils avaient déjà écrit 10 bouquins, quoi, voilà. Donc, Bon, c'est pas moi, trop je suis tard. très fier de ça. Il est pas trop tard. J'ai eu l'occasion de bosser dans le cinéma à une période de ma vie et de produire un documentaire sur Charles Julier. Charles Julier qui avait écrit L'année de l'éveil. Mhm. Et il a écrit ça très très tardivement. Il avait 60 ans passés. Donc tout n'est pas perdu, effectivement, pour moi. Exactement. Mais le rêve d'être un écrivain, un grand écrivain reconnu et pour la qualité de ses publications, etc. Parce que les livres sur les armes, pour moi, c'est pas de l'écriture. C'est de la documentation, c'est pas l'écriture telle que je l'ai rêvé. Maintenant, voilà, c'est tout. La vie est passée, j'ai fait d'autres choses. Et c'est tout. Mais c'est un de mes regrets quand même. Oui, puis tu es quelqu'un qui s'intéresse à d'autres sujets et Oui, peut-être on te retrouvera dans les rayons des libraires sur autre chose plus tard. j'en sais rien. Je ne sais pas. En Peut-être. tout cas, j'ai pallié cette soif d'écriture à travers cette revue d'histoire dont je parlais tout à l'heure, et puis à travers des articles, à travers. Alors, j'écris plus volontiers des articles pour les forums Internet. Voilà, des petits articles comme ça que j'écris. Je suis tout le temps en train d'écrire quelque chose de toute façon. Ça fait vraiment partie C'est une passion de ce que innée. j'aime. Mm. Ouais, ouais, ça sera jusqu'au bout, ça. D'ailleurs, le fait d'écrire, alors on revient un peu sur le sujet armurier, est-ce que tu as été confronté à des critiques ou à des incompréhensions sur ton travail ou ta façon de voir Alors, pas vraiment. Je dois dire que je choisis toujours des sujets qui ne sont pas traités en français, ce qui est le cas de mes 3 premiers livres et de quelques articles que j'ai écrits sur des forums, sur des sujets qui n'ont pas de livres en français, quoi. Sinon, à quoi ça sert d'écrire ce qui a déjà été écrit, quoi. Donc, je exactement. préfère m'intéresser à le Col Tessa 1873. C'est incroyable d'ailleurs. Il n'y a aucun bouquin en français qui en parle. C'est complètement dingue, qui est centré sur ce flingue-là. On va trouver évidemment le SA dans des articles ou dans les magazines sur une page ou deux, 3 pages. Dans les livres généralistes, on va trouver aussi une demi-page ou une page, mais c'est tout. Il n'y a pas de bouquin en français, quoi. Alors qu'il y en a des tonnes aux États-Unis, en anglais, il y en a plein. Et j'en ai beaucoup ici. Et qui sont Mais pas en français, forcément trouvables, et puis comme on disait tout à l'heure, à des prix défiant toute ouais, concurrence. parfois un peu stratosphérique, comme on dit. Et, Mais bon, voilà, c'est le prix à payer si on veut de la documentation, si on veut des livres de qualité, si on veut. Voilà, donc je fais énormément de recherches aussi sur Internet. Hein, voilà. Dès que je peux télécharger un PDF plutôt que d'acheter le bouquin, je le fais. Mais la plupart du temps, j'achète les bouquins, les catalogues, etc. du coup, ça rejoint un peu la question que je voulais te poser, c'est sur quoi tu travailles en ce moment et s'il y avait un prochain livre. Alors, on suit ta chaîne, Ouais. on a vu qu'il y avait trois projets en cours. Ouais. Alors, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce qui sortira bientôt? Bah, j'espère ces 3 livres-là, qui sont, on va dire, à 90% terminés. Il me reste encore les maquettes, les choses comme ça à faire. Donc ça va prendre du temps. Je ne sais pas combien de temps. Quand est-ce que ça va sortir vraiment, je ne sais pas, puisque
comme tu le sais, j'ai fait appel à un financement participatif qui malheureusement a échoué parce que justement, j'avais pas de date de parution, j'avais pas de maquette à présenter, puisque pour l'instant, j'ai que l'écriture qui est faite, quasiment, et il me reste à incruster des images, et il me reste à faire une maquette, quoi. Et ça, je l'ai pas fait. Je suis pas très doué pour faire ça, mais bon, je peux apprendre, hein, c'est pas la question. Et ce financement m'aurait permis de prendre un maquettiste, etc. Et surtout de payer l'imprimeur. Parce que moi, on m'a souvent dit, Eric, sors tes livres en numérique, mais j'aime pas ça du tout. Moi, je suis de la vieille école. Pour moi, les livres, faut les prendre en main, faut les feuilleter, faut tourner les pages, faut le respirer, même parfois il y a des odeurs. Moi, c'est comme ça que j'aime les livres. Donc, oui, c'est comme acheter un vinyle ou avoir le MP3, c'est pareil. Alors oui, par exemple, ça, c'est pas forcément ce que... Moi, je vais peut-être prendre un MP3 sans problème. Pour la musique, j'ai pas cette restriction envers la musique comme je peux l'avoir envers les bouquins, quoi. Pour moi, un livre, c'est un livre physique. J'aime aussi l'objet, quoi. Voilà, c'est pas simplement le contenu, j'aime aussi l'objet. Oui, oui, il y a la qualité du papier, le choix de la couverture, il y a le toucher, il y a pas mal de choses. Voilà, et puis le sortir ensuite, dans un deuxième temps, en e-book, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en premier, ça sera en version papier, ça c'est sûr. Bien, bon. Ou jamais. Voilà. Moi, je suis un peu jusqu'au boutiste. Si j'arrive pas à faire comme si j'obtiens pas le résultat vers lequel je tends, il n'y a pas de compromis. C'est-à-dire, je vais plutôt renoncer que d'aller vers ce que je considère être de la médiocrité, par exemple. En tout cas, préférer renoncer. En tout cas, on attend quand même la parution du 1873. Ouais, de toute façon, il est sur le feu, quoi. Voilà. Après, faut que je trouve une solution financière pour pouvoir les sortir. On n'en doute pas. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est rare d'avoir un livre en français à ce sujet et ça inciterait peut-être davantage de personnes à la lecture et à se renseigner aussi. Sur le code Python aussi, hein. Le Python, oui. Il n'y a aucun bouquin en français. C'est vrai. C'est hallucinant. Il n'y en a pas. C'est incroyable. Pourtant, il y a des choses à raconter sur le Python. Mais bon, il n'y en a pas. Bon, avec tout ce que tu lis en histoire, que ce soit de la culture armurière ou pas, hein, si tu devais passer une journée avec un personnage historique, ce serait avec qui? Waouh! Alors, si on parle si on parle d'armes, j'aimerais bien me retrouver dans les années 1850 à fréquenter messieurs Smith et Wesson et Colt, hein, et à me balader comme ça dans le Connecticut, aller voir tout le monde, et puis faire des interviews. J'aimerais. Mais voilà, oui, évidemment, pour moi, qui suis amoureux des armes western, ça serait, oui, ces personnages historiques-là qui sont fondamentaux, quoi. Évidemment, je choisirais ça. Et de manière plus contemporaine, j'aurais adoré participer, même comme témoin, au tournage des films de Sergio Leone et tout ça. Mais bon, j'avais même pas 10 ans, donc voilà. Mais oui, j'aurais aimé tout ça. Après, les personnages vraiment... j'ai eu une grande passion pour l'histoire romaine, de la royauté à l'Empire. Grande passion pour le Moyen-Âge. La chevalerie est quelque chose qui vibre au fond de moi depuis toujours. L'esprit de chevalerie. Donc c'est vrai que voilà, il y a des personnages de ces époques-là que j'aurais aimé rencontrer aussi, etc. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune ou moins jeune d'ailleurs qui voudrait comme toi un jour écrire tout court ou écrire sur les armes? Quel conseil tu lui donnerais aujourd'hui? Alors, moi je suis personne pour donner des conseils. En revanche, je l'encouragerais à lire un livre de Stephen King. Je ne me rappelle plus du titre, mais on peut le trouver sur Google. Le livre de Stephen King qui explique comment lui il écrit et quels devraient être
quelle est selon lui la bonne méthode pour écrire un livre. Et je l'ai lu il y a quoi? Il y a peut-être un an ou deux. C'est un ami, j'ai beaucoup lu Stephen King quand j'avais 18-20 ans, je dévorais ses bouquins. Mais je ne connaissais pas l'existence de ce livre-là, de celui-là, parce qu'il y a longtemps que je ne lis plus les bouquins de Stephen King. Et c'est un copain qui l'avait, qui m'a dit, écoute, toi qui écris, tu devrais lire ce livre, parce qu'il y a plein de conseils, il y a plein de règles comme ça, de méthodes, et je me suis rendu compte que je les appliquais pas vraiment. Voilà. On manque beaucoup de discipline, hein, parce que l'écriture, c'est une astreinte. Voilà, il faudrait se fixer. Je me lève à 5 heures, 6-7 heures du matin, j'écris jusqu'à midi, l'après-midi, je fais autre chose. Mais il faut s'astreindre à ça si on veut avancer, quoi. Moi, j'écris beaucoup la nuit, hein, par exemple. Donc, je conseillerais à ceux qui veulent se lancer dans l'écriture de lire ce livre. S'ils n'ont pas s'ils écrivent pas déjà naturellement, par goût, par plaisir, etc., ce livre leur sera très très profitable, comme il a pu l'être pour moi. Pas tellement au niveau du style d'écriture, parce que j'écris depuis tellement d'années que je pense pas que je pourrais changer de style, mais dans la méthode. La méthode, c'est énorme. Je coche aucune des cases de Stephen King. Il faudrait d'ailleurs que je m'y mette. En tout cas, merci Eric de ce moment passé ensemble. J'espère que tu as apprécié. À toi, absolument. C'est toujours un plaisir, comme tu le sais, hein, il y a quelques youtubeurs qui m'ont invité déjà à discuter, et j'accepte toujours. Parce que c'est un grand plaisir pour moi déjà d'être invité. Voilà, c'est toujours flatteur. Et puis en plus de partager, d'expliquer, c'est tout. Le savoir pour soi-même, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. S'il n'y a pas une interaction avec les autres, tout le savoir qu'on a, il ne sert à rien en fait. Voilà. Exactement. Et puis écoute, ça m'a fait plaisir aussi de te découvrir ou de te faire découvrir sur un autre aspect qu'on peut voir sur YouTube. Oui, c'est vrai que tes questions étaient vraiment orientées vers la lecture, l'écriture, les livres, etc. Donc c'est vrai que ça change des discussions que j'ai habituellement, qui sont un peu plus généralistes. Donc ça m'a fait très plaisir d'être canalisé là-dessus. Merci à toi. Ça représente une grande partie de ma vie, les livres. Donc, voilà. Merci à toi, Eric. Merci, Fabrice. Et merci à tous les internautes qui nous regardent. Au revoir. Au revoir.